Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, le président Uhuru Kenyatta s'est exprimé mercredi à la tribune de la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. La lutte contre le virus Ebola tenait une place importante dans son discours. En Égypte, des dizaines de journalistes ont entamé un mouvement de grève de la faim. Ils protestent pour s'opposer à l'arrestation et à la détention de plusieurs activistes des droits de l'homme. Et puis les droits de la femme défendus par le directeur exécutif des Nations Unies pour la population, Babatunde Otimehin. Pour lui, le développement passe d'abord par une meilleure considération de la femme. Les travaux de la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York aux États-Unis ont commencé ce mercredi. Le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz s'y est exprimé et a rappelé l'engagement du continent dans la lutte contre le terrorisme, l'immigration illégale et les violences faites aux femmes. La propagation du virus Ebola a également été abordée par le président kényan Uhuru Kenyatta. Écoutez. La crise d'Ebola fait ressortir le fait qu'il est urgent de bâtir des États forts capables de gérer les crises et répondre aux urgences. La faiblesse de l'État dans de nombreux pays est liée à l'histoire de leur développement et à certaines pratiques qui ont affaibli les États. Nous devons nous engager à créer des États forts qui peuvent réagir aux coups durs et aux épreuves futures. En Égypte, le nouveau président Al-Sisi ne fait pas l'unanimité, particulièrement depuis la détention des activistes des droits de l'homme. Ils ont été arrêtés pour troubles à l'ordre public et en guise de soutien, plusieurs journalistes ont entamé une grève de la faim, comme nous l'explique ce sujet de Yohan Jameta. Au Caire, des dizaines de journalistes ont entamé un mouvement de grève de la faim pour protester contre l'arrestation et la détention de plusieurs activistes des droits de l'homme en Égypte. Réunis dans les locaux du syndicat des journalistes, ils appellent à la libération d'Ahmed Douma et de Mohamed Sultan, grévistes de la faim à l'état de santé critique, qui ont exprimé publiquement leur hostilité à l'égard du chef de l'État Al-Sisi. La question de la libération des détenus ne doit pas être prise à la légère ou ignorée, ni au niveau humanitaire, éthique ou politique. Il ne devrait pas y avoir de personnes emprisonnées, et ce après 150 jours de grève, comme Mohamed ou Ahmed Douma, et dont la vie est en danger réel. Avoir l'estomac vide, c'est une bataille que nous menons dans le cadre de notre lutte contre la loi anti-protestation adoptée l'an dernier. Depuis le renversement de l'ancien président Morsi, les forces armées ont arrêté plusieurs milliers de partisans des frères musulmans et plusieurs centaines d'entre eux ont été exécutés. Par la suite, une loi interdisant les rassemblements publics de plus de 10 personnes a été adoptée. L'État applique la loi seulement pour punir ses adversaires. Des manifestants sont descendus dans les rues en janvier dernier. Ceux qui soutenaient Sisi étaient protégés par la police et ne pouvaient être touchés, tandis que ceux qui protestaient contre lui ont été arrêtés et accusés de divers crimes. C'est une stratégie politique qui édicte que celui qui est avec moi a le droit de manifester et celui qui n'est pas avec moi n'en a pas le droit. Un engrenage répressif qui ne semble se ralentir en Égypte. Aujourd'hui encore, 105 frères musulmans doivent comparaître devant la justice. Tabaski, les espaces de vente de moutons sont de plus en plus nombreux dans la capitale sénégalaise, mais le bétail est encore jugé trop cher pour les populations et pourtant des subventions sont prévues pour les éleveurs et les vendeurs. Une aide destinée à améliorer aussi la qualité de la viande. Les explications dans ce reportage de notre correspondant Ella Djinjai. Le Sénégal aura besoin de plus de 742 000 moutons pour la fête de l'Aïd el-Kébir, communément appelée Tabaski, prévue au début du mois d'octobre. À quelques semaines de la fête de Tabaski, l'heure est à l'achat des moutons. Dans la capitale sénégalaise, ce n'est pas encore la grande affluence, mais des points de vente sont ouverts un peu partout à travers les artères de Dakar. Le plus grand souci des Sénégalais reste de trouver un mouton à un prix abordable. Cette année 2014, les clients dénoncent la cherté du bétail. Cette année, les moutons sont trop chers. J'ai fait au moins 2 à 3 points de vente. Le prix des moutons démarre entre 150 000 et 200 000 francs CFA.
Je n'arrive même pas à avoir 1 à 100 000 francs CFA. C'est incroyable. Mais bon, actuellement, avec ces prix, certains n'auront pas de moutons. Chaque année, les prix augmentent et j'en ignore les raisons. 100 000 Pour Lamine Diop, vendeur de moutons à Sacré-Cœur, cette cherté est due à l'alimentation. Le sac de foin est passé de 2 000 à 4 500, voire même 5 000 francs CFA. Et l'aliment qui provient des usines est passé de 7 000 à 10 000 francs CFA. Et pourtant, le gouvernement a décidé de dégager 3 950 millions pour subventionner les éleveurs et mettre à leur disposition 1000 tonnes d'aliments de bétail au niveau de tous les points de vente. L'État parle des subventions, ils sont dans les médias, ils parlent, mais subventions, c'est à propos de l'alimentation du bétail. Et généralement, on reçoit les subventions à la fin de la Tabaski, 2 jours ou 3 jours avant la Tabaski, or qu'on en a besoin 1 mois avant. Ce manque d'assurance des vendeurs explique aussi la cherté de ces moutons qui proviennent souvent du Mali, de la Mauritanie et même de l'intérieur du pays. Selon Aminata Mbengue Ndiaye, ministre de l'élevage et des ressources animales, l'État va prendre toutes les dispositions nécessaires pour permettre à toutes les couches de la population d'avoir le bélier à moindre coût. Le Gabon s'investit dans la gestion des déchets, une voie qu'il poursuit grâce notamment à ce que le gouvernement et son partenariat qui a lancé avec le programme des Nations Unies pour le développement, l'opération Pronagup, le programme national des gestions urbaines partagées de déchets solides. Notre correspondant Douglas Toutou nous en dit plus. Information, sensibilisation et précollecte d'ordures ménagères dans les quartiers sous-intégrés de la ville d'Oyem. C'est le leitmotiv de l'opération du Pronagup, le programme national de gestion urbaine partagée des déchets solides au Gabon. Une initiative du gouvernement gabonais résolument engagée à assainir l'environnement immédiat des ménages en partenariat avec le PNUD. L'objectif premier, c'est donc la lutte contre l'insalubrité, qui est le fer de lance, suivi à terme d'attirer l'attention sur l'impact socio-sanitaire que peut avoir cette insalubrité. Et enfin, au 3e point, la création d'emplois. Cette opération stratégique est mise en place à quelques semaines de la saison des pluies qui arrive à grands pas avec son corollaire de difficultés. Dans chaque quartier de la ville d'Oyem concerné par cette sensibilisation, il était question d'expliquer en langue vernaculaire et en français les règles élémentaires que doivent observer les ménages pour une cité attrayante sans dépôt sauvage d'ordures ménagères. C'est ce type de sachet que nos équipes passeront vous déposer après que vous ayez souscrit un abonnement dans votre circonscription. Le but ici étant que plus personne ne jette les ordures derrière ou devant sa maison de façon anarchique. Mais il faudra désormais les mettre dans ce sachet poubelle que vous placerez dans un coin stratégique et nos équipes passeront les prendre. La nouvelle stratégie de communication mise en place par le Pronagup est saluée par les précollecteurs. En effet, elle a permis de mieux expliquer au plus grand nombre la nécessité pour les ménages de souscrire un abonnement de précollecte, dont les coûts varient de 2 à 9 000 francs CFA en fonction de la quantité de déchets à évacuer. Quand les déchets débordent, ça attire des mouches, ça attire des odeurs et cela attire également des maladies. Pour mener à bien ce projet, Oyem, une des villes pilotes du Pronagup, s'est vu affecter un budget de 15 millions de francs CFA pour les 3 années d'exercice qui s'achèvent en 2015. Libreville et Port-Gentil sont les 2 autres villes pilotes concernées par ce projet. Le rôle de la femme dans une société serait révélateur de son niveau de développement. C'est le credo du directeur exécutif des Nations Unies pour la population. Pour lui, la lutte contre la pauvreté passe également par la promotion de l'éducation et particulièrement celle des femmes. Les précisions d'Ibra Radinjai. La promotion de l'éducation, notamment des femmes comme vecteur de développement. L'Organisation des Nations Unies, dans sa lutte contre la pauvreté, se fixe comme objectif de lutter contre les discriminations dont sont victimes les femmes. Des discriminations qui sont fondées sur des croyances culturelles et pas seulement. Comment pouvons-nous faire des progrès en matière de développement dans un monde où les femmes et les filles sont victimes de violences ou de peur? Des femmes ne sont en sécurité ni dans leur propre maison, ni à l'école ou entre les deux. La question de la violence fondée sur le sexe, je ne pense pas que ce soit acceptable au nom de la religion. La question du mariage précoce et forcé ne l'est pas non plus, tout comme celle liée à la mutilation génitale féminine. Le droit des femmes d'avoir accès à la santé reproductive, je pense que c'est aussi universel. Donc nous continuerons à travailler pour que ces droits, ces universalités soient effectives.
Pour les spécialistes de la population, l'éducation, même si elle demeure cruciale, ne peut pas résoudre tous les maux. Je pense que l'éducation est un meilleur point d'entrée, mais je pense aussi qu'au-delà de l'éducation, nous devons travailler avec les communautés, parce que je sais que les situations des femmes instruites ne sont toujours pas améliorées et respectées. Nous devons reconstruire cette question culturelle et nous assurer que les femmes puissent clairement jouir de leurs droits. Des droits qui font face à de nombreux obstacles, notamment les croyances cultuelles et aux interprétations des textes sacrés. Dans ma jeunesse, j'ai lu les deux livres, le Coran et la Bible. Il n'est pas possible que ces deux livres parlent de l'infériorité des femmes. En fait, j'aime dire que l'islam est une religion féministe. Si vous suivez les préceptes qui sont dans le Coran, je pense en réalité, les gens remettent en cause les préceptes et essaient d'interpréter les textes religieux à leur manière. Are people interpreting religion in their own space. Promouvoir l'égalité des droits pour favoriser l'épanouissement des femmes africaines sur le continent, c'est l'ambition du protocole de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes adopté à Maputo en juillet 2003. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.